Bonsoir et bienvenue pour cette troisième table ronde de la journée, première journée du village international de la gastronomie. La thématique à cette heure, alimentation et changement climatique. Avec moi ce soir, deux contributeurs experts qui vont partager avec nous leur point de vue et qui vont débattre, et nous espérons pouvoir débattre également avec vous au travers de questions. J'ai le plaisir d'accueillir et de vous présenter Pierre Rizot. Pierre Rizot, vous êtes le directeur général de Solanès, un des acteurs du fruits et légumes sur le marché d'intérêt national de Rungis. Et vous avez, au travers de cette entreprise et de ce rôle, un métier de sourceur, nous allons y revenir, et un métier de mise en marché. Donc celui, c'est El Gringo, c'est celui qui va chercher les produits, les identifier et trouver les meilleurs chemins et les moyens de les apporter jusqu'au marché. À côté de vous, Alexis Papon. Alexis, vous êtes directeur de la RSE, c'est-à-dire de la responsabilité sociale et entrepreneuriale pour Elior France. Et ensemble, nous allons parler de cet angle changement climatique au travers de la vision d'un acteur de la restauration collective. Nous allons donc parler d'une des missions qui est de nourrir et de prendre soin des autres au jour le jour. Et un petit point de vue à vous partager, un repas sur deux en dehors du domicile est pris au travers de la restauration collective, qui est donc un acteur majeur quand on se nourrit tout au long de la vie. Et c'est évidemment aussi bien à l'école, en entreprise, que dans un cadre de santé, par exemple. Pierre, je me tourne vers vous. Toi, d'accord ? Oui, alors, c'est vrai qu'on a convenu qu'on se tutoyait. Du coup, Alexis. Pas de souci. Voilà. Du coup, par entorse, normalement, lors des tables rondes, je ne connais pas forcément tout le monde, donc on se vous voit, mais là, ça va être différemment. Nous sommes en fin de journée, on va se tutoyer. Pierre, vous êtes un des experts du fruits et légumes, je le disais, à Rungis. Vous avez vu au travers de votre carrière passer énormément de variétés, vous avez vu le marché se transformer, vous avez vu la demande évoluer. J'ai plusieurs questions pour vous aujourd'hui. Dans ce contexte de réchauffement climatique, de changement climatique, excusez-moi, abus de langage mais qui est révélateur, de changement climatique, et la nuance est importante, voyez-vous évoluer la demande des clients du marché de Rungis, parce que je le rappelle, le marché de Rungis alimente tous les acteurs de l'alimentation, bien évidemment, en France sur notre marché national, aussi bien à Paris qu'en région, mais également à travers le monde, puisque les produits français s'exportent au travers du marché de Rungis et partent rejoindre les restaurateurs français à travers le monde, mais également tout un ensemble d'acteurs de l'alimentation et de la restauration à travers le monde. Voyez-vous les besoins et les demandes évoluer ? Avez-vous vu des variétés peut-être classiques un petit peu s'éteindre ou s'effacer et au contraire de nouvelles variétés apparaître qui correspondent justement à ce contexte de changement climatique? Et le chapeau avec tout ça, dans ce monde de l'alimentation et dans ce monde de la restauration, on parle de plus en plus de circuits locaux et d'approvisionnement. Et j'ai un peu une question provocation, c'est est-ce que le local est forcément la solution à tout? Bonjour à tous d'abord. Bonjour. Donc, beaucoup de questions qui emmènent énormément de réponses. Terrible, terrible. La première, on parle de changement climatique. Changement climatique, c'est lié au réchauffement climatique. Le réchauffement climatique engendrant un cycle de l'eau accéléré qui lui-même engendre ce qu'on appelle un changement climatique. Je pense qu'on l'a bien vu aujourd'hui, on en a eu une preuve avec des épisodes très violents. Alors ça, ce sont les données qui vont nous permettre de réfléchir à comment il va falloir qu'on fonctionne dans les années à venir. Et c'est un chantier qui s'ouvre devant nous. La première question, si je me souviens bien, et tu m'arrêtes, si, excuse-moi, moi je te tutoie tout de suite, hein. Tu m'arrêtes si... On a dit qu'on se tutoyait et je peux d'accord. reprendre mes questions si besoin. S'il te plaît, rappelle-moi la première parce que je suis un La peu première, poisson rouge. c'était au travers de tes yeux d'expert au fil de toutes ces années sur le marché du fruits et légumes à Rungis, est-ce que tu as vu évoluer les demandes de tes clients, de vos clients? Alors, les demandes, elles ont évolué énormément. Elles ont évolué énormément pour deux raisons. La première raison, c'est que les saisons sont un peu
différente de ce qu'on a pu vivre il y a 30 ou 40 ans. Le besoin, par exemple, le fait qu'on arrivait à vendre au mois de juin de la pêche, aujourd'hui, ça s'est décalé un peu. C'est bizarre. Et ça va beaucoup plus tard. C'est-à-dire que là, on va commencer la pêche d'origine Italie, qui vient d'Italie, qui vient de Sicile. Et les gens vont consommer de la pêche jusqu'à fin septembre, mi-octobre. Donc, on a décalé un petit peu dans les saisons. Mais pour en revenir à ce décalage, en fait, les produits font ce que font les humains. Ils migrent. Quand il fait trop chaud, ils montent vers le nord. C'est-à-dire que des vignes qu'on voyait avant du côté de la Bourgogne, ben on va les retrouver dans le Jura. La truffe qu'on ramassait dans le Var, on va le ramasser dans la Drôme. Ça remonte, ça suit une espèce d'axe qui se déplace un peu en diagonale comme ça et qui remonte. Et les saisonnalités, elles remontent comme ça et les produits remontent avec. Ils se déplacent, ils migrent. Donc c'est un phénomène naturel, la migration. C'est terrible, mais c'est un phénomène naturel. Ça veut dire que nos populations sont en train de changer aussi. Et elles ont des coutumes alimentaires qui sont différentes aux coutumes alimentaires que nous avions il y a 40, il y a 50 ans. Et des demandes différentes. Un exemple concret, il y a 30 ans en arrière, je vendais un colis de courgettes blanches par semaine. Aujourd'hui, on vend beaucoup de courgettes blanches par semaine. Énormément de courgettes blanches par semaine. C'est un produit typiquement méditerranéen, voire nord-africain, Égypte. Et aujourd'hui, il est rentré dans nos modèles de consommation. Des restaurants gastronomiques français me commandent de la courgette blanche, ce qui n'existait jamais. Joël Robuchon m'a jamais commandé de courgette blanche. Donc il y a ce phénomène qui s'accompagne avec le changement du climat et du réchauffement climatique. L'accélération du cycle de l'eau engendre trois choses. Les catastrophes, vous en entendez parler, les inondations, les sécheresses, ce qui fait qu'aujourd'hui, la véritable solution, qui est difficile à accepter, je le conçois, pour pouvoir capter l'eau, pour pas qu'elle s'évapore trop vite. Le cycle de l'eau, hein, c'est liquide, gazeux, hein, je ne vous fais pas tout le schéma, d'accord? Mais pour pouvoir capter, il faut mettre des bassines. Et on n'aura pas d'autre solution pour l'instant. Il va falloir y réfléchir, parce qu'effectivement, les bassines, c'est peut-être une hérésie aussi. C'est peut-être une problématique. Donc il va falloir y réfléchir. Il y a un gros travail à faire sur cette problématique. Un énorme travail qui va, j'espère, nous emmener vers quelque chose de raisonnable. Voilà une excellente introduction pour cet après-midi. Alexis, je vais me tourner vers vous et nous reviendrons avec Pierre tout à l'heure. Le métier de restauration collective, j'ai dit un petit peu en introduction, c'est de nourrir les autres et de le faire tout au long de la vie. J'ai la même question d'introduction pour vous. Voyez-vous, sous cet angle de changement climatique, évoluer la demande de vos clients, de vos convives, dans l'ensemble des restaurants, dans l'ensemble des points de vente que vous avez, en l'occurrence pour le groupe Elior? Alors, effectivement, on voit les choses évoluer, ou en tout cas, à minima, il y a des questions qui émergent. Il y a des questions qui émergent. Nous, on est un peu au milieu du système alimentaire, puisque on a la relation avec nos fournisseurs avant, dont forcément vous faites partie, et on a la relation aussi avec nos clients et consommateurs finaux. La particularité un petit peu de la restauration collective, c'est qu'on répond à des appels d'offres, on a des donneurs d'ordre, et que la première des choses lorsqu'il s'agit de transformer le modèle alimentaire, c'est qu'il faut que nous, en tant qu'experts de la restauration, on leur donne aussi à nos donneurs d'ordre les clés de compréhension pour être certain que les cahiers des charges qui arrivent sur nos bureaux soient en cohérence avec le modèle alimentaire qu'on a communément envie de construire. Donc, effectivement, on sent les choses changer, on a de plus en plus de questions, et suivant les périodes, ça peut être polarisé sur différents éléments. Quand on a Egalim, forcément, on est plus questionné sur les questions de label. En ce moment, ce qui prime vraisemblablement dans toutes les questions qu'on nous pose, c'est toute la dimension locale, la dimension régionale.
Nos clients sont très attachés à la dimension circuit court, mais encore faut-il qu'on accompagne au mieux nos clients et nos donneurs d'ordre pour voir ce qu'on met dans ces boîtes-là de circuit court, de local, etc. Alors, juste une petite incise, vous avez lâché un mot, Egalim, Alors, pour nos auditeurs, pour notre public. C'est une loi, la loi Egalim. En 2 mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce que c'est? oui, bien sûr. Donc, Egalim, c'est une réglementation qui a une mesure phare, on va la résumer comme ça. C'est que donc, dans toutes les cantines, qu'elles soient en entreprise, scolaire, en médico-social, EHPAD, etc., avoir à minima 50% de produits alimentaires labellisés, dont 20% de bio. Donc forcément, c'est une vraie contrainte. En tout cas, ça a été vécu comme ça. Mais forcément, il n'y a pas que les labels. Et le système alimentaire, pour qu'il soit vertueux, doit prendre en considération d'autres paramètres de saisonnalité, de circuit court, local, etc. On l'a évoqué. Et tout ça sans rentrer dans les aspects sociaux de juste rémunération des producteurs, etc. Et donc, forcément, nos donneurs d'ordre, nos clients n'ont pas forcément la vision complète et exhaustive de l'ensemble de ces paramètres-là, et c'est bien à nous de les accompagner. Et c'est pour ça qu'on les sensibilise un maximum, et on essaye d'aller voir le plus souvent possible nos clients pour leur parler en amont. Et on a même des clients maintenant, ou des prospects qui viennent nous chercher en amont de l'écriture de leur cahier des charges, pour acquérir cette expertise-là et être en capacité de formuler un cahier des charges qui va effectivement être cohérent. Parce que le souci de cette émulation sans la compréhension, c'est de rédiger des choses qui peuvent être contradictoires et qui ne vont pas nous amener au bon endroit. Typiquement, je prends souvent cet exemple-là, si la seule focalisation, c'est le local, on saura y répondre. Par contre, si c'est le local et uniquement le local permettant d'aller offrir une tomate mozza en entrée au mois de décembre, c'est pas satisfaisant, vous en conviendrez. Et Pierre aussi d'ailleurs. Donc, cette éducation, elle est essentielle. Et c'est aussi pour ça qu'on essaye de prendre le sujet un peu à la racine. On s'est associé notamment il y a 2-3 ans avec Open Agri-Food Orléans. On est en partenariat avec eux parce qu'on a une conviction, c'est que tout cet apprentissage autour de l'alimentation, de ce que sont les bons produits et les bonnes manières de consommer, ça doit se passer aussi dans les écoles. Et donc on milite beaucoup, notamment avec ce partenaire-là, pour que demain on puisse réintroduire dans les écoles un maximum d'ateliers ou de cours sur la cuisine, l'alimentation. A priori, c'est aussi, et c'est pas assez vécu comme tel, mais c'est un enjeu de santé et un vrai enjeu de société sous plein d'aspects, et évidemment au titre du climat. Si je vous écoute, messieurs, cette question de changement climatique, elle s'inscrit dans la frise de l'histoire de l'humanité. Si je reprends vos mots, Pierre, les climats changent. Alors, les climats, nous avions prévu d'accueillir ce soir avec nous à cette table ronde un représentant de la coopérative La Chablisienne, donc une coopérative de vin au nord de la Bourgogne. Il se trouve que nous sommes en septembre, période de vendange, donc malheureusement il a été retenu et ça peut se comprendre. On aurait pu parler avec lui également en viticulture du changement des climats. Les climats, c'est en viticulture, en micro-région, aussi bien le terroir que la météo, et ça change là aussi. Par exemple, les vins blancs, comme au nord de la Bourgogne, ils remontent. On va retrouver des climats un petit peu plus au nord de la France. Puis par exemple, vous connaissez le Champagne. Aujourd'hui, au sud de l'Angleterre, on produit des vins effervescents qui sont sur les mêmes raisins, les mêmes variétés, avec les mêmes méthodos et qui ressemblent exactement au Champagne. Pourquoi? Parce que les climats changent. Ça rejoint exactement ce que nous expliquait Pierre Rizot. Donc si je vous écoute, messieurs, ce changement climatique s'inscrit dans la frise de l'histoire. On l'accompagne et on va continuer de l'accompagner. Vous avez dit, Alexis, vous avez parlé d'éducation. Je vais prendre cette question d'éducation, je vais la stocker et on va la reprendre ensemble dans quelques minutes. Pierre, je vais me tourner vers vous à nouveau. Et j'ai envie d'interroger le sourceur. Que vous nous expliquiez un petit peu ce que c'est que ce métier de sourcing. Comment est-ce que l'on fait du sourcing dans le fruit et légumes en particulier. Et on va reprendre la notion de peut-être d'aller chercher des variétés nouvelles avec ce métier de sourceur. Et vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Vous avez parlé de consommation d'eau. C'est normal. Dans le végétal est constitué d'eau.
C'est pour ça que quand on fait cuire du végétal, on ne le fait pas de la même façon que de la viande et on ne le fait pas de la même façon que le poisson, puisqu'en fait le végétal c'est une cellule de cellulose avec de l'eau. Si on fait cuire ça trop fort, ça explose et ça fait splouch. Mais pour faire de l'agriculture, il faut de l'eau. Et donc, au travers de ces yeux de sourceurs, est-ce qu'aussi on va, dans un contexte de changement climatique, chercher des variétés en saison. Les saisons, elles ont évolué, vous en avez dit quelque chose. Et puis peut-être chercher des variétés qui sont, le mot est peut-être pas idéal, mais je vais les appeler un peu vertueuses, qui vont peut-être consommer un peu moins d'eau ou un peu mieux. Donc c'est quoi le boulot du sourceur dans cette affaire, Pierre? Je suis très gêné de répondre à cette question parce qu'en fait, notre consommation quotidienne de produits, elle est friande de produits qui sont consommateurs d'eau. Un exemple, l'avocat. Alors là, un avocat, ça consomme des tonnes d'eau. Et quand on parle aujourd'hui de bien consommer un produit sain, qui a des matières sèches, de la matière grasse noble, etc., ben on parle de l'avocat. Ben l'avocat, c'est ce qui consomme le plus d'eau. C'est terrible, mais c'est une réalité. Donc on a aujourd'hui cette problématique de l'eau qu'il va falloir résoudre. On n'a pas de solution aujourd'hui, hein, il ne faut pas rêver. Hein. Personne n'a la solution. Immigre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'eau, on va ailleurs. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, on continue à être des parasites. On continue à être des parasites, c'est-à-dire que quand on a tué la bête, on va sur une autre bête. Donc, on finit les ressources dans un pays, puis on migre, on va ailleurs et on fait pousser ailleurs. Donc ça, c'est un modèle qui est arrivé à sa fin. C'est terminé. On ne va plus pouvoir continuer comme ça, on est tous conscients. Donc il va falloir réfléchir comment on va fonctionner. Ça, c'est le premier point de la réponse. Alors le métier de sourceur, il est moins éthique en vérité. Il est moins éthique. On a une demande, on la connaît. Elle varie, je vous l'ai expliqué, avec les flux migratoires. Elle varie aussi avec les contingences climatiques. Il est évident, quand il fait très chaud, on mange beaucoup plus de pastèques que quand il fait 5 degrés. Et on mange de la pêche pendant une période où il y a environ 28 à 30 degrés et pas au-dessus. Quand on est au-dessus de 30 degrés, on arrête de consommer. C'est incroyable. La consommation, elle chute complète. Hein. Voilà, les gens ne mangent plus. On mange un peu de salade, on grignote à droite à gauche, mais on ne mange plus vraiment. Donc les changements climatiques sur la consommation, ça a un rôle très très fort. Vous devez le retrouver aussi, sûrement, dans la collectivité, à savoir que les gens consomment moins, mangent une petite salade, ils prennent des choses qui désaltèrent, grosso modo, et qui remplissent le ventre pour le moment. Donc ça, c'est le sujet qui concerne la consommation. Sourceur, c'est répondre à ces demandes. Donc on va prendre beaucoup d'avions, c'est terrible, beaucoup de bateaux, c'est pas moins bien, et beaucoup de trains. Et on va aller en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. On essayait pour l'instant d'aller un peu à l'Est, mais ça devient de plus en plus difficile. Je pense que tout le monde est au courant, d'accord ? Mais pour vous donner un ordre d'idée, quand on cherche du champignon sauvage et de culture, on va à l'Est. On va dans les Carpates, on va en Bulgarie, on va jusqu'en Russie, d'accord ? Et on importe des produits du champignon sauvage. Ça engendre quoi de sourcer du produit ? Dit comme ça, bah effectivement, c'est le gringo qu'on voit à la télé, il prend et puis non, c'est pas vrai, c'est pas que ça. C'est de trouver ce qu'aujourd'hui on appelle la supply chain et qu'on peut décomposer en deux choses. La supply chain, c'est dans un premier temps une filière et dans un deuxième temps une logistique. La filière, c'est quoi ? C'est le bonhomme qui fait bien pousser, c'est la station qui conditionne bien, et les éléments qu'il y a entre le consommateur, l'entreprise qui conditionne, et le fait que le consommateur va avoir le produit. Ça peut être de la distribution, ça peut être du grossiste, ça peut être de la GMS, ça peut être de la restauration collective et de la restauration traditionnelle. Donc ça, c'est la filière. La logistique, c'est tous les moyens de transport ou les façons de fonctionner même dans l'entreprise du produit, comment il se déplace dans l'entreprise et hors de l'entreprise. Et quand on colle les deux, ça devient de la supply chain. Alors, le métier de sourceur, c'est devenu un expert de supply chain. Trouver le produit, aujourd'hui, il y a plein d'outils.
On va sur Internet, il y en a plein qui peuvent vous trouver la bonne banane au bon endroit, disponible dans le bon port, etc. Par contre, elle ne vous dira pas quel carton il faut utiliser, quelle nomenclature il faut mettre dessus, quelles sont les réglementations qu'on doit mettre, HVE, Global Gap, etc. Donc tout ça, c'est le travail aujourd'hui du sourceur. C'est plus vraiment le produit. Le produit, oui, bien sûr, c'est important, mais on sait où le trouver petit à petit. La nomenclature, elle s'est faite. Hein. Voilà, il ne faut pas rêver. Aujourd'hui, je veux un bon avocat, je sais où aller, je sais qui voir, etc. C'est mon métier au bout d'un certain temps, donc ça vient. C'est ça aussi de devenir sourceur. C'est de l'expérience. Il n'y a pas d'école. J'ai reçu un jeune tout à l'heure à l'Académie Rungis, qui se trouve ici, qui est un organisme de formation, qui dit « je veux être acheteur en gastronomie ». Je fais « ça n'existe pas ». C'est approvisionneur en gastronomie. Il y a un chef qui va te dire « achète-moi des carottes » et tu vas aller acheter des carottes. Je fais « acheteur, ce n'est pas approvisionneur ». C'est maîtriser plein de techniques. Des langues qu'on ne connaît pas tous, des produits qu'on ne connaît pas tous, et des filières de distribution et des outils logistiques. Et il faut être capable de les évaluer. Quand je vais dans une station, quand je vais dans un pays, le premier truc que je leur demande, le premier, avant tout, qu'est-ce que vous avez comme outil pour mettre à disposition le produit? Je m'en fiche, parce que tous les producteurs qu'on va voir, même dans le local, on en parlera tout à l'heure, vous avez deux paysans à un côté de l'autre, ils vous parlent du gars d'à côté en disant il fait de la merde. Et heureusement que je suis là. Ils sont tous comme ça. Et alors quand vous allez à l'étranger, c'est encore pire. Hein. En Italie, les Français ont fait que de la merde, heureusement qu'il y a les Italiens. En Espagne, on n'en parle pas. En France, c'est les plus grands consommateurs de pesticides. C'est ce qu'ils nous disent. Hein. Voilà. Donc au fur et à mesure, c'est ce qu'on entend. Donc il va falloir à un moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir travailler avec beaucoup de monde. Il va falloir réunir des Italiens, des Espagnols, un peu de Maghreb, un peu des Hollandais, un peu des Belges, un peu des Allemands. Je ne vais pas refaire le discours que tout le monde connaît, d'accord, mais il va falloir réunir tout le monde autour d'une table et dire comment on fait pour répondre raisonnablement, et je répète ce terme, je voulais l'entendre souvent dans ma bouche, raisonnablement aux besoins du marché. Et ne vous trompez pas, ici vous êtes les prescripteurs. Moi, je ne déciderai jamais de ce qu'il vous faut. C'est vous qui allez décider ce qu'il vous faut. Et moi, mon boulot, c'est de vous l'emmener. C'est que ça. Et ne rêvez pas que vous allez tous vous déresponsabiliser sur la filière. Hein. Parce que la filière, elle vous le dira que c'est vous qui lui avez demandé. Il va vous le dire dans 2 minutes. Et c'est normal. Et c'est normal. C'est la demande qui génère l'offre. Quand l'offre génère la demande, c'est une catastrophe. La pomme de terre cette année, c'est une catastrophe. Pourquoi c'est une catastrophe? Parce que l'année dernière était une année où il y a eu une production un peu faible, avec des prix exceptionnels. Très bons prix. Tout le monde s'est mis, enfin pas tout le monde, on a eu 7 à 12% de plus de producteurs qui se sont mis sur la pomme de terre, qui ont abandonné la céréale parce qu'elle est beaucoup moins subventionnée, pour aller vers la filière légumes et la pomme de terre. La pomme de terre vaut plus rien. La pomme de terre ne vaut plus rien. Elle ne vaut pas le prix de la terre dans laquelle on le met. Chaque producteur perd entre 4 000 et 7 000 euros de l'hectare aujourd'hui. Sur la pomme de terre, les producteurs perdent 4 000 à 7 000 euros de l'hectare. Pourquoi? Parce que la demande est beaucoup plus faible que l'offre. Donc vous n'allez pas manger chacun 3 kilos de pommes de terre le midi pour faire plaisir aux producteurs. Il ne faut pas rêver. Hein. Ça n'existe pas. Donc, voilà, on est dans un truc un peu compliqué. La responsabilité principale est à la demande. J'ai dit. Pierre, vous nous avez donc expliqué après la frise tout à l'heure. Il parle bien, Pierre Rizot. C'est toute une chaîne qui va du producteur, toute la chaîne logistique et supply chain qui est au milieu, donc les distributeurs, dans l'ordre, les importateurs, les distributeurs, et qui va aller jusqu'au restaurateur et jusqu'au consommateur. Alexis, je vous regarde. Pierre vous a tendu une perche tout à l'heure, donc justement sur la demande. Est-ce que pour vous, il est plus facile de répondre à une demande, ou est-ce que vous pouvez, quelque part, pousser une offre où finalement, de toute façon, in fine,
on vous demande que ce soit... Vous avez parlé de donneur d'ordre tout à l'heure, puisque vous travaillez beaucoup au travers de cette notion de restauration collective avec, par exemple, les collectivités territoriales, ou vos clients privés quand vous faites de la restauration en entreprise, ou parfois sous d'autres formats encore, dans un secteur hospitalier avec des contraintes. Est-ce que vous êtes finalement plus amené à répondre à cette demande, ou est-ce que vous pouvez pousser certains éléments? Et puis, puisque vous aurez le micro, on a parlé grande chaîne d'approvisionnement avec Pierre, puisque, encore une fois, la charge globale que nous portons, c'est de nourrir et de prendre soin des autres. Et donc, derrière, d'aller chercher une alimentation saine et de qualité, et il faut des quantités. Et puis, il faut aussi pérenniser des filières avec les agriculteurs, si on parle du tissu français. Mais... Donc, pour vous, est-ce que finalement, vous répondez plus à une demande, ou est-ce que vous arrivez à pousser quelque chose? Et puis, j'aurais une question pour vous, c'est quand on vous demande du local, comment ça se passe? Comment vous faites? Alors, je vais commencer sur la demande. Évidemment qu'il est plus facile de répondre à une demande sans se soucier de sa cohérence, plutôt que d'essayer de tracter la demande vers ce qu'on aimerait avoir. Donc, ça, c'est indéniable. Effectivement, la demande fait qu'elle va nous aider, en tout cas nous faciliter la tâche, pour nous aligner avec toutes nos convictions et tout ce qu'on a envie de faire en termes de sourcing, etc. Donc, il y a une partie qui nous appartient, c'est la partie s'adapter au changement climatique. Effectivement, il y a l'émigration de produits, etc. Donc ça nous amène aussi à revoir un petit peu la manière dont on achète, mais ça nous appartient. C'est facile. C'est notamment pour ça que désormais on a référencé du sorgho. C'est un produit qui n'existait pas du tout et qui rentre petit à petit dans nos plats parce que très résistant au stress hydrique, etc. Et évidemment, dans le cadre du modèle alimentaire qu'on a besoin de construire en vue au regard du changement climatique, il faut qu'on intègre davantage de légumineuses. Donc forcément, on travaille aussi là-dessus et on essaye de le faire à échelle locale parce que les traditions ont la dent dure et on a aussi un maillage territorial avec des habitudes de consommation qui sont très différentes d'une région à une autre. J'adore cet exemple-là, mais si on n'a pas au moins 3 fois par semaine des frites dans un EHPAD dans le Nord, je vous assure que ça devient compliqué et ils vont trouver toutes les ressources pour nous faire remettre les frites. Parce qu'effectivement, culturellement, il y a des endroits, à Toulouse, il y aura une fois par semaine, j'exagère peut-être, mais la saucisse de Toulouse. Et donc déjà, il y a ce maillage territorial. Et donc, comment on s'organise vis-à-vis de ça? Forcément, on est obligé de s'adapter. Et donc, on a un système d'achat qui est en deux niveaux, en 2 strates. Avec... Donc, laissez passer le SAMU. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Donc, avec d'abord forcément des achats centralisés, parce qu'il faut aussi chercher du prix et mutualiser aussi la logistique de l'ensemble de nos produits. Et on a aussi, il y a quelques années maintenant, organisé une équipe d'achat qu'on appelle des responsables achats régionaux, qui sont organisés par bassin d'approvisionnement et qui sont responsables, qui habitent sur ce bassin d'approvisionnement et qui sont responsables du sourcing local. Et du coup, d'un sourcing qui soit en cohérence avec les habitudes de consommation locales, donc la demande du marché, tout en veillant à répondre au maximum à l'ensemble des exigences que nous, on place. Parce que j'ai parlé tout à l'heure de l'adaptation au changement climatique, avec l'exemple du sorgho, mais forcément, nous, on a des objectifs de réduction de notre empreinte carbone notamment, et d'amélioration de la qualité de nos repas. Parce qu'on répond à une mission simple, hein. On nourrit chaque jour plus d'1 million de personnes, dont chacun a un bilan carbone de 10 tonnes équivalent CO2. Et nos objectifs font qu'en 2050, on doit être à 2, avec un quart de ces 10 tonnes qui correspond à l'alimentation. Donc forcément, on a un rôle prépondérant à jouer, et ça nous tient à cœur. Et donc, comment est-ce qu'on l'actionne, ce levier-là? Alors, je suis petit-fils d'éleveur charolais et fils d'inséminateur bovin. Donc, c'est difficile pour moi de le dire, mais il y a une réalité scientifique, c'est que dans notre activité de restauration collective, les 3/4 de notre empreinte carbone est liée à ce qu'on met dans l'assiette, au produit. Donc déjà, ça permet de cibler qu'est-ce qui est important pour nous. Ça tombe bien, on est restaurateur, c'est notre métier, c'est notre expertise. Donc ce qui compte, c'est ce qu'on met dans l'assiette. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, dans tout cet aspect-là, on a en moyenne
40% à 45% qui est lié aux produits carnés. Donc, quand je m'arrête là, on me dit, bon, ça veut dire qu'on va manger des graines, etc. On connaît le discours. Et justement, la vraie difficulté pour tracter cette demande, c'est de réussir à faire passer ces messages de cohérence qui ne sont pas forcément clivants, encore une fois. Ça relève, on évoquait tout à l'heure avec Pierre le bon sens paysan. C'est juste ça. C'est juste ça. Donc, c'est réussir à convaincre à la fois nos clients qui, eux aussi, ont des objectifs. Donc, d'abord, c'est leur donner cette donnée. Vous nous écrivez un cahier des charges qui consiste à dire il faut que vous, restaurateurs collectifs, vous travaillez sur la réduction de notre empreinte carbone, il faut que ce soit meilleur, etc. Par contre, dans le même temps, on veut une côte de bœuf tous les jours, on veut pouvoir manger de la tomate en décembre, etc. Et donc c'est cette cohérence dont nous, on doit être garant. Par contre, évidemment, c'est difficile de dire non à un client ou à un prospect. Évidemment, c'est difficile. Et je crois que c'est notamment dans ce genre d'espace où, lorsqu'on se fait accompagner de tiers de confiance, que ça nous permet aussi d'acquérir de diffuser en tout cas ces messages-là à l'ensemble de nos donneurs d'ordre. Et une dernière chose là-dessus, c'est que là, je parle beaucoup des clients, mais on a nos consommateurs finaux. Et lorsqu'on parle à un consommateur final, je prends souvent cet exemple-là, en entreprise, il est 12h30, vous pourrez faire l'expérience dans vos entreprises respectives. À ce moment-là, on peut vous monter un Nutri-Score, un Green Score, une allégation environnementale, nutritionnelle, etc. Vous avez les crocs, vous allez vers ce qui vous fait envie. Donc nous, notre rôle, c'est de former au mieux nos équipes pour qu'elles sachent produire des repas, y compris avec des nouveaux produits, avec de nouveaux modes de consommation, comme les recettes végétariennes, de sorte à ce que ce soit pris parce que ça donne envie, et non pas forcément ou uniquement par des allégations nutritionnelles ou environnementales qui parlent qu'à une frange de la population, finalement. Alors, ça fait 3 fois que l'un et l'autre, vous avez parlé de tomates au mois de janvier. Ça, c'est comme les fraises en hiver. Donc maintenant, on va y aller. On va attaquer le 3e axe de notre table ronde, qui est éduquer les convives. J'avais dit qu'on prenait cette thématique, que je la stockais et que je la reprenais plus tard avec vous. C'est le moment. On va parler face à ce changement climatique et de façon générale pour une alimentation pérenne, raisonnable et si possible vertueuse, saine et sûre. On va parler éduquer le convive. Alors éduquer les convives, pardon. Je vais reprendre ce que vous disiez, Pierre, tout à l'heure. C'est vous, mesdames et messieurs, qui avez dans vos mains. Vous êtes consommateur, mais vous êtes aussi prescripteur. Souvent, on dit le prescripteur, c'est celui qui va vous pousser à vous conseiller et donc vous recommander de manger quelque chose. Mais le consommateur et les consommatrices, finalement, sont les prescripteurs. Si on ne demande pas, eh bien, il n'y aura pas de marché. S'il n'y a pas de marché, les producteurs ne vont pas répondre à une demande et ainsi ça va changer. Alors, je vais reprendre un certain nombre d'exemples et de questions qui ont été levées au cours des 3 dernières journées du Forum de France de l'alimentation et qui continuent à être levées sous l'égide du Village international de la gastronomie, puisque le Forum de France de l'alimentation dure toute la semaine. Comment est-ce qu'on fait pour que les convives ne demandent pas uniquement, et vous venez de le dire, côte de bœuf, entrecôte, filet? Je vais vous donner un exemple. Sur une carcasse, un filet, c'est 4 kilos. C'est ça. Comment est-ce qu'on fait pour que les convives ne demandent pas uniquement du bar, de la sole, du thon, du saumon? Comment est-ce qu'on fait pour que les gens ne demandent pas forcément une tomate mozza en plein mois de janvier ou des fraises en hiver? Lequel de vous deux a envie de se saisir en premier? Parce que de cette question, on a 2 grands axes. C'est le convive adulte, et puis on va pouvoir commencer à parler ensemble de comment cette éducation, elle se fait dès le plus jeune âge et elle se fait à l'école. Parce que vous le disiez, Alexis, à un moment donné, vous avez le consommateur final, le convive, qui demande quelque chose. Mais c'est aussi quelque part une vague qui se lève, et l'éducation au goût, au bon goût et aux produits, et à prendre conscience des produits, ça se fait dès le plus jeune âge. On démarre ensemble? Avec plaisir. Déjà, faut quand même parler de prix à un moment donné. La plupart du temps, on travaille auprès de donneurs d'ordre qui n'ont pas des budgets illimités et qui ont envie de manger bien, sain et bon pour la planète. Donc ça, c'est pas un souci, mais effectivement, ça commence par
Du coup, partager ce constat-là, et on fait de plus en plus d'analyse de l'impact environnemental, de l'impact nutritionnel des menus qu'on propose chez nos clients. Et ça, déjà, c'est facilitant, parce que dès lors qu'ils comprennent qu'on peut enclencher ce mécanisme-là, c'est tout de suite plus facile d'agir. Et ce mécanisme, il est simple, c'est que, on parlait de la viande, effectivement, demain, la question, c'est pas de la supprimer. Par contre, si demain, on peut avoir une fréquence de viande un peu réduite, ça nous permet aussi d'en mettre de meilleure qualité et de proposer ce qu'attend le client lorsqu'il va manger de la viande, c'est se régaler tout simplement. Notre but premier, c'est que les gens se fassent plaisir. Parce qu'encore une fois, c'est le meilleur moyen de diriger. Donc en entreprise, sur la restauration d'entreprise, c'est assez simple. On ira là où ça nous fait le plus envie. Donc à nous ensuite, et c'est pour ça qu'on forme nos chefs notamment, on les reforme ou on les forme à la cuisine végétarienne, parce qu'effectivement dans les écoles de cuisine, ils ont pas tous, et d'autant qu'on a un certain nombre de chefs qui sont un peu dans une deuxième carrière, ils n'ont pas tous forcément appris ça, donc on les reforme et on leur montre on leur apprend à travailler de nouveaux produits, etc. Ils y prennent goût. Dans les écoles, effectivement, c'est un peu différent. On dit souvent que malheureusement, le repas de la cantine est le seul qui va être équilibré dans la journée. Ça arrive souvent et trop souvent. Donc on a, quoi qu'il en soit, cette obligation de nourrir et de nourrir convenablement l'enfant. Ensuite, il y a aussi ce que pensent les parents, voire les collectivités. Et donc ce qu'on organise, nous, pour déjà sensibiliser et convaincre les parents et les collectivités, c'est chaque nouvelle recette qui est présentée aux enfants, on organise un test convive. C'est-à-dire situation réelle, dans une cantine, on met tous les enfants autour de la table, on leur propose des plats. Une fois qu'ils ont mangé, on leur explique ce qu'il y a dedans et on leur demande de noter l'aspect, le goût, l'odeur. Si une recette obtient moins de 70% d'adhésion, elle est retravaillée. Plus de 70%, elle est validée. Déjà ça permet de dire aux parents et aux collectivités, vous nous dites oui, il faut leur faire manger ci ou ça. La réalité, c'est que notre premier objectif, c'est que votre enfant mange. Sinon, tout un tas de conséquences qui font qu'on n'a pas réussi notre pari. De la même manière que si on présente une recette végétarienne, et ça, au début, forcément, on a patiné un peu sur cette question, si on présente une recette végétarienne qui n'est pas appréciée, qui n'est pas prise, eh bien, tout le monde repart le ventre vide, l'assiette végétarienne est à la poubelle, donc on aura proposé quelque chose de moins carboné, mais on n'aura pas réussi notre pari. Et ensuite, une fois qu'on évoque ça, c'est comment est-ce qu'on arrive du coup à enseigner à nos petites têtes blondes comment consommer de la meilleure des manières. On intervient un maximum, on essaye aussi de leur faire visiter nos cuisines pour qu'ils se familiarisent avec ce qu'est la cuisine, avec ce qu'est un produit. Certains n'ont jamais vu un produit brut, on en est là, on fait des ateliers où on montre ce qu'est un produit brut. Où on leur apprend comment on découpe un fruit, un légume. Ça peut sembler idiot, mais cette base-là, il faut qu'elle revienne dans les écoles. Et puis l'idée, c'est aussi, on invite un maximum nos chefs à sortir de leur cuisine et à partager leur passion, parce qu'on pense aussi que cette transmission-là, c'est le meilleur moyen de donner envie aux enfants, peut-être une vocation, mais en plus de bien manger, d'être des consommateurs raisonnables de demain. Pierre, comment on fait pour éduquer les convives et peut-être tout au long de la vie? Alors, je vais d'abord une petite anecdote marrante qui date d'il y a un certain temps, où il y avait le chef d'un établissement qui s'appelait le Lutetia, qui m'avait contacté et qui m'avait demandé d'aller participer à la semaine du goût dans une école, derrière le Bon Marché. Donc, on n'était pas dans le 93, ni dans le 91. Donc, on devait avoir des enfants éduqués au goût. Donc, on était au mois de juin, et le mois de juin, bien sûr, c'est la fraise. Donc, j'avais présenté des fraises, toute une variété de fraises, françaises, marocaines, espagnoles. Et dans ces fraises, il y avait la Mara des Bois, la Gariguette, des El Santa, des Pajero, enfin des variétés de fraises, toutes les variétés de fraises.
Et j'avais des jeunes adolescents qui passaient, et je les voyais un peu faire les grimaces, goûter la fraise. Alors sur la gariguette, il ne faut même pas en parler, l'acidité est un goût qui n'existe plus aujourd'hui, d'accord? Donc on n'en parle plus, mais en tout cas, je voyais passer ces jeunes adolescents, et puis il y en a toujours un qui est un peu plus vaillant que les autres, et je lui dis, alors c'est quoi ta fraise préférée? Il me dit, monsieur, vos fraises, elles sont dégueulasses. Je lui dis, écoute, et c'est quoi une bonne fraise pour toi? Il me dit, monsieur, c'est Tagada. Non, mais c'est vrai. Le pire, c'est que ça nous fait sourire. Mais ça devrait nous faire pleurer. C'est qu'on a loupé quelque chose, là. On a loupé un coche. Pour qu'un gamin de 14 ans, enfin un jeune homme de 14 ans, dise que la bonne fraise, c'est la fraise Tagada, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été transmis. Il y a eu un neurone qui n'est pas passé, qui n'a pas envoyé la bonne info. Alors, moi, il y a quand même quelque chose qui me chagrine. Et je vais mettre un peu le pied dans le plat. Allons-y. Le goût, ça n'existe pas. Le goût, ça s'apprend. C'est comme la couleur, c'est comme les odeurs, c'est comme plein de choses. Le goût, c'est un apprentissage. On n'est pas avec le goût. C'est pas vrai, c'est faux. La preuve en est, en fonction des pays où on va, avec des cultures différentes, on a des goûts et des odeurs qui parfois nous semblent imbectables et qu'eux apprécient de façon fabuleuse. Donc le goût, c'est lié à une culture. Et être les chantres du goût, c'est une erreur monumentale. On ne peut pas être les chantres du goût. On peut être les chantres de l'éducation. Ce qui est différent. Ce qui est différent. C'est-à-dire que prendre des jeunes et leur expliquer comment la chose est perçue ici et pourquoi elle est perçue comme ça. Et n'oubliez pas, hein, notre culture culinaire, elle date de la Renaissance. Hein. Avant, on bouffait des navets, hein, du panais, 4-5 feuillus et des choux. Et des choux. 16e siècle, 17e siècle. Avant, il n'y avait que dalle. Au 16e siècle et 17e siècle, il y en a qui sont revenus d'Asie un peu plus tôt, il y en a qui sont revenus des Amériques, il y en a qui sont revenus des Afriques et qui nous ont amené les produits qu'on consomme aujourd'hui. La tomate, la pomme de terre, le poivron, l'aubergine, c'est 14e siècle, c'est un peu plus tôt. Mais c'est rentré dans nos cuisines au 16e et au 17e. Parce que jusqu'au 16e et au 17e, on disait que c'était le fruit du diable. D'accord? Donc 16e, 17e. Donc, aller tout le temps parler du topinambour comme si au Moyen-Âge on mangeait du topinambour, c'est faux. Le topinambour, c'est une tribu nord-américaine d'Indiens qui s'appelle les Topinamburg, qui étaient venus à l'exposition universelle et qui avaient emmené leurs petites racines avec eux. Ils sont tous morts ici de pneumonie, de syphilis et je ne sais plus quoi. Et on a donné le nom de leur tribu à la racine qu'ils nous ont laissée. Donc, vous voyez, ça date du 18e. Ça date du 18e. Donc moi, quand j'entends, on mangeait bien mieux avant, je fais déjà, ils sont morts d'avant. Celle-là, il faut me la ressortir. Et que c'était meilleur avant, ben, je sais pas, moi, j'ai pas goûté ce qui existait au 18e et au 19e. Donc je sais que là, c'est pas mal. Et ce que je sais, et de source sûre, c'est qu'au 19e, on mourait souvent de problèmes de digestion et d'intoxication. Ce qui arrive quand même beaucoup moins souvent. Parce que si vous voulez retourner au 18e et au 19e manger, il faut vous mettre d'accord sur un truc. Hein. L'espérance de vie, je crois qu'il n'en reste pas beaucoup ici. Hein. C'était 45 ou 50 ans l'espérance de vie. Donc, pareil pour le local. Si on veut manger du vrai local, on va aller manger comme au 16e et au 17e. Hormis le poivron, peut-être qu'on va faire pousser dans une serre, dans les plaines de Milly. Voilà, mais bon, je veux dire, en plus, quand on va aller faire pousser des choses pour faire plaisir à nos consommateurs en local, en plein hiver, on va aller consommer du gaz ou du fioul à Donfin. Et je peux vous dire que ça y va. Hein, parce qu'une serre, quand il fait -3 pour la montée en température, ça ne se fait pas avec un vélo et une dynamo. Hein. Donc il va falloir envoyer la sauce. Donc il y a des vraies réflexions, et c'est vrai que ça va être compliqué, et c'est vrai que ça va être dur, et c'est vrai qu'il va falloir remettre en cause notre paradigme de consommation. Il va falloir le remettre en cause de façon profonde. Ça va prendre un peu de temps, malheureusement. J'espère pas trop,
J'espère pas trop, mais ça va prendre du temps. Parce que dit comme ça, à une table ronde, on va tous tomber d'accord. Mais on va tous rentrer chez nous, puis on va se faire une tomate mozza. Nous parlons alimentation et changement climatique avec Pierre Rizot, expert et sourceur fruits et légumes au marché d'intérêt national de Rungis, et Alexis Papon qui représente ce soir le groupe Elior sous sa casquette de responsabilité sociétale et environnementale. La parole circule, mesdames et messieurs, je vous mets à disposition un micro et à partir de maintenant nous allons dialoguer avec vous et prendre vos questions si vous en avez. Madame. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai juste une question, c'est quel est votre avis? Je vais être très direct. Quel est votre avis par rapport aux produits des transitions alimentaires? Les produits pour la transition alimentaire. C'est-à-dire tout ce qui est composé des soja, tout ce qui est composé des protéines des pommes de terre, protéines, enfin, des champignons, protéines végétales, mais composées pour ressembler à la viande carnée. Quel est votre avis? Ce que l'on peut peut-être appeler les produits de substitution, je vais mettre quelques mots autour des vôtres, comme par exemple un steak végétal, si mes mots sont corrects. Par exemple. Ou des choses Pas comme que, ça. hein, il y a aussi les laits végétaux, il y a aussi... les laits végétaux, en tout cas, ce qu'on appelle les produits de fromages, substitution, donc qui vont ressembler à un produit dit naturel, mais qui a été recomposé à partir oui. de protéines de substitution d'origine végétale. Et au-delà du débat sémantique, je ne veux pas faire un débat sémantique parce qu'on ne parle pas ici de philologie, on parle de vraiment le produit en soi. Eh bien, notre position est assez claire. Nous, on écarte, on a plutôt tendance à écarter ces produits-là, même totalement, puisque autant ça a pu avoir son utilité pour initier un certain nombre de personnes qui avaient besoin de se rassurer derrière le simili pour accepter de manger quelque chose de végétal, autant désormais, nous, on n'utilise pas du tout ces produits-là, tout simplement parce que, encore une fois, on a fait en sorte que nos chefs acquièrent les compétences pour faire des choses qui soient aussi appétantes que de la viande avec des légumes. Et aussi, merci pour la question, ça me donne l'occasion d'évoquer que on a revu toute notre philosophie culinaire, et notamment en cuisinant différemment les légumes. Parce qu'effectivement, si on veut les rendre appétants, il ne faut plus qu'on soit sur la carotte Vichy qu'on a tous connue à l'école. On sait que celle-ci, elle ne passera jamais. Et même auprès des adultes. Et d'autant plus auprès des adultes qui ont des traumatismes d'enfance. Donc, du coup, on est passé sur des légumes bruts, qu'on va rôtir, etc. Donc des nouveaux modes de cuisson. On cuisine tous les légumes entiers et donc on va faire la découpe du chou qui a été braisé au four, par exemple, devant les convives, etc. Et le fait de changer cette philosophie-là, on sait beaucoup de travail pour la faire adopter, mais une fois qu'elle est en place, elle permet justement de répondre à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire on vient nous voir sur ce stand, non pas parce que c'est écrit végétarien, décarboné ou quoi que ce soit, mais juste parce que ça fait envie. On voit un beau légume braisé, laqué, avec du sucre naturel, du miel, etc., du sirop d'agave. Et pour toutes ces raisons-là, on est attiré par ce produit en tant que recette qui me fait envie, plutôt qu'en tant que tout ce qu'il porte derrière, même si moi, dans ma stratégie RSE et environnementale, ça me satisfait qu'on arrive à orienter nos convives vers ces produits-là. Merci. Pierre, tu veux ajouter quelques mots? Je veux bien. Alors, vous parlez à un vieux tyrannosaure en fin de règne, donc vous comprenez que c'est un peu compliqué pour moi d'envisager un steak végétal, mais je fais partie... D'accord, mais... On n'a même pas le droit d'appeler un steak, d'ailleurs. D'accord. Mais bon, je suis en fin de règne, d'accord. Donc, j'espère que les choses évolueront. Alors, je ne peux pas dire. Aujourd'hui, ce que je sais, c'est que ce modèle de consommation est pris en main par l'industrie agro, excusez-moi. Et l'industrie agro, quand elle prend les trucs en main, en général, ça fait des trucs bizarres. Voilà, c'est la seule chose que je vous dirais pour les générations à venir. Méfiez-vous. À chaque fois qu'il y a des bonnes idées ou qu'il y a une bonne volonté, il y a forcément des personnes qui arrivent et qui, derrière la bonne volonté, voient autre chose. Et je pense que l'industrie agro, le jour où elle va mettre la main, on a parlé, vous savez, actuellement du clonage animal au sens créer, à travers une cellule animale, créer un steak. Hormis le fait que ce n'est pas très humain au sens naturel du terme, et que
ça me paraît ne pas répondre à mes critères de goût. Je n'y vois aucune objection. Mais j'ai bien répondu, je n'y vois aucune réponse à mes critères de goût. À partir du moment où on répondra à des critères de goût et pas des critères de besoin, peut-être que ça ira. Vous avez entendu ce jeune? Il m'a dit la fraise tagada. Oui, oui, j'ai entendu. D'accord. Donc le critère de goût, il va primer. Si demain, par un miracle exceptionnel, on arrive à faire un truc qui a le goût d'une côte de bœuf de Salers, j'en mangerai. Voilà, c'est sûr. Merci. Une autre question parmi vous peut-être? Merci. Une autre question pour nos interlocuteurs ce soir avant de clôturer cette table ronde? Sinon, je clôture la table ronde. Bien, je vous remercie de votre écoute. Ce soir, nous avons donc échangé... Ah, une question. À vous la parole. Alors, moi, je me posais, en tout cas, merci pour vos remarques, vos pertinences et tout ce qui a été dit. Effectivement, ça a été très, très, très intéressant. On est passé, enfin, moi, j'ai l'impression qu'on passe souvent par des modes. On a eu, effectivement, il y a à peu près une dizaine d'années, les produits bio, donc qui ont été encensés, aidés par les forces publiques. Et l'agence bio a failli effectivement fermer cette année. On a aujourd'hui tout ce qui est culture raisonnée. Là, effectivement, on a aussi l'impression que c'est une mode, puisque on ne sait pas ce que le local veut vraiment dire. Est-ce qu'on est à 50, 100, 80, 250 km? On ne sait pas exactement. Et à chaque fois, on a l'impression, nous, en tant que consommateurs, que les prix ne font qu'augmenter. Et donc là, on a un vrai problème de pouvoir d'achat, en tant que donc, ménagère de 50 ans. Quelle est votre position par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment des phénomènes de mode? Est-ce que vous pensez que c'est... Voilà. Monsieur Rizzo. Cette question est donc pour Monsieur Rizzo. Je pourrais répondre à deux parce que, Voilà. en fait, il y a deux niveaux de réponse. Parlez sur le micro, Monsieur Je Rizzo. répondrai sur une partie aussi. Ouais, il y a, en ça fait, va- il y a laissez- deux niveaux de réponse. Il y a un niveau de réponse qui va se faire à mon niveau de sourceur et un niveau de réponse qui va se faire au niveau de la consommation. Moi, en termes que sourceur, c'est des éléments marketing. C'est des éléments qui vont répondre à un besoin qui se fait au niveau de la consommation et on va aller élaborer un certificat, une appellation qui va correspondre aux besoins. Il y a eu une perte du bio qui a été liée uniquement à un problème économique. Ne rêvons pas. Quand on avait la filière, et là je parle de filière, je ne parle pas de supply chain. Rappelez-vous ce que j'ai défini dans la filière. Je ne vous ai pas parlé des camions, ni de techniques internes de mouvement. Je vous ai parlé des intervenants. La filière s'est gavée sur le bio. On peut le dire ici aujourd'hui. La filière sur le bio a tué le bio. Donc, on est parti sur une filière qui contentait un maximum de producteurs sans qu'ils aillent vers la conversion. Et on a inventé un outil marketing, le HVE. Haute valeur environnementale. Ah ça, alors écoutez-moi bien, c'est plus blanc que blanc, dirait Coluche. D'accord? Donc, mais en même temps, ça correspond à quelque chose. En même temps, mais en même temps, c'est peut-être pas le terme qu'il faut dire aujourd'hui. D'accord? Mais en tout cas, du coup, moi qui vois les producteurs, c'est vrai qu'ils sont dans une démarche, aujourd'hui, dans une grande partie, en tout cas ceux qui sont dans une démarche HVE, ils sont responsables. Et je vous ai dit, on va passer par la responsabilité avant de passer à la solution. Ils sont responsables. Ils savent que ce qu'ils font, des fois, c'est pas bien. Et ils en souffrent. Donc, ils essayent de corriger. Et ça, déjà, c'est quelque chose que je rencontre, qui n'existait pas. Que je rencontre aujourd'hui, mais qui n'existait pas. Et c'est important, c'est une prise de conscience. Et je sais par nature et par expérience, parce que je suis d'une année où on va bientôt boire du vin, chez un ami qui a des bouteilles de la bonne année. Donc, je sais par expérience que la première phase, c'est la prise de conscience.
Et la génération qui vient, bon, il y a quelques petites bêtises sur les boomers, mais la génération qui vient, elle a pris une conscience. Nous aussi, on a pris conscience. Notre génération aussi, avant, on a pris conscience, mais on a vécu dans le mensonge. On nous a raconté des belles histoires de trous d'ozone, de machins, de trucs, que les chewing-gums c'était bon, que le Coca-Cola ça aidait à digérer. On nous a raconté plein de bêtises et on y a cru. Hein. On n'y a pas été parce qu'on était cons, on y a cru parce qu'on nous a raconté des belles histoires, des contes de fées. Donc aujourd'hui, contes de fées, c'est fini. Ça y est, on sait, c'est la fée Carabosse. C'est celle qu'il ne fallait pas faire venir. Donc il va falloir, à un moment, prendre conscience et, comme je le dis, évoluer vers quelque chose de raisonnable. Nous avons parlé... Un petit mot, Alexis ? Oui, je veux bien. Pour moi, ça recoupe totalement avec le sujet de l'éducation. Et effectivement, de plus raconter d'histoires, puisqu'effectivement, on les voit, ces tendances, nous, on les sent bien, ces tendances où on sent que chez nos clients, nos consommateurs finaux, il y a cette focale sur un sujet, mais c'est toujours un sujet puis l'autre. Exactement. Et malheureusement, on n'a jamais tous ces sujets en même temps. Or, toutes ces questions, elles doivent se poser en même temps. Sauf que les consommateurs et nos clients ne s'y retrouvent pas. Et encore une fois, il est question de l'éduquer, que tout le monde puisse, en connaissance, faire ses choix, rédiger ses cahiers des charges, etc. Parce que sinon, on reste sur cette surface-là, on traite les sujets les uns après les autres. Puisque le voisin a l'air de parler de circuit court, je vais parler de circuit court, etc. Et il suffit de voir le catalogue de labels de produits alimentaires qui existent, qui sont poussés notamment au travers d'Egalim, je vais en parler tout à l'heure, mais aller demander aux gens quelle différence ils font entre le bio, l'AOP, l'AOC, le HVE, le Global Gap, etc., personne n'y comprend rien. Et même nous, on est obligé de se replonger dans les cahiers des charges de chacun d'eux pour avoir les idées à peu près claires. Et donc ça, forcément, ça ne facilite pas que tout le monde aille dans le même sens, puisque ça dilue l'information et ça dilue la connaissance. Nous avons parlé ce soir alimentation et changement climatique avec Pierre Rizot, directeur général de Solanès, un des acteurs du fruits et légumes au marché d'intérêt national de Rungis, avec Alexis Papon de Elior France, sous votre responsabilité, donc vous êtes en charge de la responsabilité sociétale et environnementale pour Elior. Je vous invite à venir écouter, contribuer, participer à l'ensemble des tables rondes qui vont se dérouler toute cette semaine pendant le village international de la gastronomie et sous l'égide du Forum de France de l'alimentation. Des tas de tables rondes autour du fil rouge de l'alimentation vont se dérouler. Dès 18h30, dans quelques minutes, la prochaine table ronde aura pour thème alimentation et échanges mondiaux. Elle sera modérée par Valérie Vion de l'Union mondiale des marchés de gros. Une petite pause et rendez-vous avec Valérie dans un gros 25 minutes. Merci.